Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve 2 du CAPES 2017. Problème 1, grand 1. On considère ce quart de disque de rayon R égale 1. Son R c'est 4 pi fois R au carré, donc 1 au carré sur 4, ça fait pi. Grand 2, le domaine ici, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y. Le x varie entre 0 et 1, le y entre 0 et ça. Et ça vaut quoi? Cette longueur-là, ça vaut théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, 1 au carré moins x au carré. Donc, ça nous fait ça. Y doit être entre 0 et racine de 1 moins x2. Et donc, on a l'air qui est égal à somme de 0 à 1 de racine de 1 moins x2 dx. Grand 3 avec les xi. x0 on note c'est 0, xn ça vaut 1, quand x augmente, psi de x diminue, c'est évident. S anti-chapeau et S chapeau, l'élève nous dit que ça se rapproche de l'air grand A. C'est vrai, mais il faudrait le démontrer. Pour n supérieur ou égal à 2, j'applique la relation de Chasles ici, je sépare cette intégrale en n intégrale comme ça. Sur chacun des intervalles, psi de x est entre psi de xi plus 1 et psi de xi, parce que psi il y a décroissant. Et là j'intègre une constante, là j'intègre une constante, donc ça me fait ça. D'accord. Et donc quand je fais la somme, ça nous fait ça. Alors, ça je peux faire le changement de variable, ça fait somme de 1 à n des psi de xi, et ça c'est S anti-chapeau, et là c'est S chapeau. Petit 3, la somme des algorithmes, c'est la somme on a des rectangles qui ont pour largeur 1 sur n et pour hauteur psi de xi moins psi de xi plus 1. Voilà. Donc ça nous fait ça. Et là, quand on fait cette somme, presque tous les termes s'en vont, sauf le premier et le dernier, donc il reste ça. Premier qui vaut 1, le dernier qui vaut 0, donc ça fait 1 sur n. Ça, je peux l'écrire somme des 1 sur n psi de xi moins somme des 1 sur n somme de 1 à n des 1 sur n psi de xi. Voilà. Et donc ça me fait, je reconnais S chapeau moins S anti-chapeau. Donc la somme des ergris c'est S chapeau moins S anti-chapeau et ça fait 1 sur n. D'accord? Alors si j'enlève à ça, si j'enlève S chapeau, ça me fait ça. Et donc ça c'est des nombres négatifs et la valeur absolue de ça va être inférieure ou égale à la valeur absolue de celui-là qui vaut ça, qui vaut donc 1 sur n. Donc si je prends, si je veux avoir ça inférieur ou égal à 10 puissance moins 3, il suffit que je prenne grand n égale 10 puissance 3 et n supérieur ou égal à 10 puissance 3 implique que 1 sur n va être inférieur ou égal à 10 puissance moins 3, donc ça va être plus petit 10 puissance moins 3, donc ça aussi. Voilà. Bon, on voit tout de suite qu'on peut rendre, si on prend un epsilon positif, mais on ne le demandait pas ça. On peut facilement, à partir d'un certain rang, rendre ça très petit, inférieur à epsilon. Et donc, S chapeau de n va tendre vers A. Et puis, à partir de cette inégalité, mais en enlevant cette fois-ci S anti-chapeau, on va avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que la valeur absolue de A moins S chapeau de n va être inférieure ou égale à 1 sur n. Donc, on aura la même chose. Donc, on voit bien que l'élève il avait raison et que c'était facilement démontrable. Petit 5. Alors j'ai pas mis sur le même dessin, mais je peux voir que, parce que c'est compliqué sur mon tableau, que ce qui est en vert est plus haut dans le cas 2 que dans le cas 4. Et qu'on a l'inverse avec les rouges. Donc on a S chapeau de 4 inférieur ou égal à S chapeau de 2 et S anti-chapeau de 2 inférieur ou égal à S anti-chapeau de 4. Je me suis amusé à le prouver, je ne sais pas si on le demandait. Ça c'est S chapeau de 4, ça c'est S chapeau de 2 que je peux écrire un quart de 1 plus 1 plus psi de 2, 1 demi, psi de 1 demi. Je supprime le 1 psi de 1 demi, 1, 1, mais il reste un 1 ici. Et il reste un psi de 1 quart. Alors, non, il reste pas un. Il reste un psi de 1 quart, un psi de 3 quarts. Psi de 1 quart, il va être inférieur ou égal au 1 qui reste ici. Et psi de 3 quarts va être inférieur ou égal à psi de 1 demi qui reste ici. Ça vient du fait que psi est décroissante. Et donc j'ai bien cette inégalité. Et pour celle-là, j'écris S anti-chapeau de 2.
S anti-chapeau de 4. Ça, je peux le remplacer par un quart de psi de 1,5 plus psi de 1,5 plus 0 plus 0. Je supprime un des psi de 1,5 des deux côtés, un 0 des deux côtés. Il va me rester un psi de 1,5 qui est inférieur ou égal à psi de 1 quart et un 0 qui est inférieur à psi de 3 quarts. Et donc j'ai bien aussi ça. Question 6. S chapeau de 2 puissance n est égal à ça. S chapeau de 2 puissance n plus 1 moins S chapeau de 2 puissance n va donc être égal à ça. D'accord? Ça, le crochet, je l'appelle alpha. Et je dis que alpha, c'est la somme de k égale 0, donc à 2 puissance n plus 1 moins 1, de psi de... Alors, je prends là-dedans les termes pairs et les termes impairs. Les termes pairs, c'est 2k sur 2 puissance n plus 1, donc... Et puis les termes impairs, ça va être des 2k plus 1 sur 2 puissance 2k plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors, pour k ici, il peut aller de 0 à 2 puissance n moins 1. Et puis là, pareil. Je vous laisse vérifier, c'est évident. Moins. Et alors, ça, vous noterez, parce que c'est normalement, cette somme, là, c'était 1 sur 2 puissance n. Donc, j'ai mis le 2 à l'intérieur du crochet pour que ça fasse 2 puissance n. Moins 2 fois ça. Et donc, ça va simplifier avec ça, il va en rester un, et il ne va plus rester que ça. D'accord? Et je les mets ensemble, et donc ça fait somme de 0 à 2 puissance n moins 1 de ça. Mais on a ça, parce que on fait un produit en croix, et comme la fonction est décroissante, on va donc avoir ça. Et donc on a alpha qui est négatif, donc S chapeau va être inférieur ou égal à S chapeau de 2 puissance n plus 1 va être inférieur ou égal à S chapeau de 2 puissance n. Donc S chapeau est une suite décroissante. Voilà. De même, on s'intéresse à S anti-chapeau. Et là, on va trouver ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a les termes pairs. D'accord, qui vont aller de 1 à 2 puissance n en réalité. Et puis il va y avoir les termes impairs. D'accord. Puis là, comme tout à l'heure, j'enlève ça. Voilà. Alors, ça va me faire quoi? Eh bien, ça va me faire, il va me rester ça et puis un de ces termes-là. Donc je les mets ensemble. Mais pour celui-là, je modifie, je pars de k égale 0 à 2 puissance n moins 1 de psi de k plus 1 sur 2 puissance n. Et donc je note que bêta, c'est la somme, je les mets sous un seul signe somme. Et là, je dis que 2k plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est inférieur ou égal à k plus 1 sur 2 puissance n, parce que je fais le premier en croix. D'accord? Et comme la fonction psi est décroissante, ça me fait donc qu'on a ça. Et donc bêta va être positif. Et donc S chapeau de 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal, anti-chapeau, pardon, à S anti-chapeau de 2 puissance n, et donc S anti-chapeau est décroissant. Donc j'ai, ah oui, alors en plus, S chapeau de, alors ça c'est évident, c'est égal à 1 sur 2 puissance n, j'ai démontré ça tout à l'heure avec S chapeau de n moins S chapeau de moins S anti-chapeau de n, hein, qui est égal à 1 sur n. Donc ici, je remplace n par 2 puissance n. Donc c'est positif et ça tend vers 0. Donc j'ai cette suite-là qui est croissante, cette suite-là qui est décroissante, l'écart entre les deux qui tend vers 0, et celle-là qui est inférieure à ça. Donc les suites sont convergentes de limite commune L, vérifiant. Alors c'est pas U, c'est S, et ici c'est S. Voilà. Bon, en réalité, j'avais pas besoin de ça. Hein. Alors, on va d'abord répondre à la question 7. On sait que S anti-chapeau de n est inférieur ou égal à S chapeau de n, quel que soit n. Donc on a ça, d'accord, quel que soit n. Mais la limite entre ces deux suites-là ont la même limite, d'accord. Donc A va être égal à L, hein, d'accord, parce que là, ces deux limites sont les mêmes et égales à L. Donc A va être égal à L. Et donc à la limite, L c'est la limite de S anti-chapeau et la limite de S chapeau. Donc on a ça. Mais en réalité, on n'avait pas besoin de tout ça, hein, parce que
Et je l'ai déjà fait tout à l'heure quand on a vu le cas 10 puissance moins 3. S anti-chapeau 2. On a ça. D'accord? Donc ça moins ça en valeur absolue, c'est inférieur à ça qui fait 1 sur n qui tend vers 0. Et donc cette limite-là, cette suite-là a une limite égale à A. D'accord? Et de la même façon, enfin, on peut dire simplement S anti-chapeau de n, c'est S chapeau de n moins 1 sur n. D'accord? Ça tend vers A, ça tend vers 0. Donc S anti-chapeau converge aussi vers A. Donc en fait, on a la limite de S chapeau et de S anti-chapeau qui est égale à A. Voilà, il n'y avait pas besoin de tout ça. Alors tout d'abord, je viens de l'apercevoir, mais j'avais effacé le tableau, que j'ai oublié de commenter la question 8, l'algorithme que vous avez donc juste en bas à droite du tableau précédent. Mais c'est tellement évident que c'est pas grave. Grand 4, petit 1, bon voilà, j'ai mis en rouge le S de 4. À chaque fois, on prend le rectangle dont le haut est situé à la moyenne des deux hauts ici. D'accord? Sn est égal à ça, je vous laisse vérifier, c'est évident, et donc Sn est égal à ça. Alors ça correspond à l'aire du trapèze ABCD, là, quand on est sur le segment K sur N, K plus 1 sur N, parce que là, on a psi de K plus 1 sur N, et là, psi de K sur N. Donc, grande base plus petite base, fois hauteur qui fait 1 sur N, divisé par 2. C'est pour ça qu'on l'appelle la méthode des trapèzes. Petit 2, N supérieur ou égal à 2, et puis ça. Bon, ben, on a ça, puisque psi est décroissante, on a ça. Et donc, à partir de ça, on obtient facilement ça. Voilà. Et donc, S anti-chapeau de n est inférieur ou égal à Sn, est inférieur ou égal à Sn chapeau de n. Bon, malheureusement, ça ne permet pas de comparer ces deux nombres-là, enfin, même trois d'ailleurs, valeur absolue de Sn moins A, valeur absolue de Sn anti-chapeau de n moins A, c'est-à-dire A moins Sn moins S anti-chapeau de n, et puis valeur absolue de S chapeau de n moins A qui est égale à S chapeau de n moins A. Donc là, point d'interrogation. Grand 5, c'est évident, hein, la distance entre 0 et m est inférieure ou égale à 1. L'algorithme, j'initialise une variable f à 0. Pour k allant de n à n, j'ai un x aléatoire entre 0 et 1, un y aléatoire entre 0 et 1. Et si x2 plus y2 est inférieur ou égal à 1, alors j'incrémente f, d'accord? Et donc à la fin, j'ai le total du nombre de fois où j'ai eu ça, je le divise par n et ça fait la fréquence. L'intervalle de confiance, il est comme ça. Et donc pour avoir une précision inférieure ou égale à 10-3, c'est-à-dire pour que l'écart avec f soit inférieur ou égal à 10-3, il suffit d'avoir ça, c'est-à-dire ça. Bon, en 3-4, on avait mieux puisqu'on avait n supérieur ou égal à 10 puissance 3. Problème 2, partie A, xk, la variable aléatoire donnant la position, c'est-à-dire le numéro du sommet à l'étape de rang k. Eh bien, xk prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n, et p de xk égale i, c'est pi km. Donc, quel que soit i allant de 1 à n. Donc, comme la somme des p de xk égale i est égale à 1, la somme des pik est égale à 1. La question 2 pour j compris entre 1 et n. L'événement xk plus 1 égale j, c'est la réunion disjointe des événements xk plus 1 égale j et xk égale i pour i égale 1 à n. Donc la probabilité de cet événement, c'est la somme des probabilités de ces événements-là qu'on peut écrire comme ça. Somme des probabilités des xk plus 1 égale j, sachant xk égale i, multiplié par p de xk égale i, mais là c'est rij, là c'est tik, et donc on a facilement ça. Et donc ça c'est exactement le produit de cette ligne par cette colonne. Et donc quand on fait ça avec toutes les colonnes, eh bien on va obtenir que pk plus unième
est égal à pk multiplié par a. Alors une récurrence évidente nous donne que pk est égal à p0 fois a puissance k, c'est vrai à l'ordre 0, puisque ça nous fait l'identité, c'est vrai à l'ordre k, et si c'est vrai à l'ordre k, pardon, on a pk plus 1 est égal à pk fois a, qui va nous donner p0 fois ak fois a, qui fera p0 fois ak plus 1, donc c'est toujours vrai d'après le théorème de récurrence. On suppose que les pk que ce vecteur-là tend vers ce vecteur-là, quand k tend vers plus l'infini, ce qui signifie qu'en fait, quel que soit j, pj, km tend vers pj. Pj k plus unième est égal à ça. On fait tendre k vers plus l'infini, ça tend vers pj, et cela tend vers pj, et somme des a, i, j, pi, k tend vers somme des a, i, j, pi. D'accord? Donc ça me fait que pj égale somme des a, i, j, pi. Donc p est égal à p multiplié par a. De plus, la somme des PIK est égale à 1, quel que soit k, et limite de PIK quand k tend vers plus l'infini, c'est PI, quel que soit i, allant de 1 à n. Donc la limite de ça étant égale à 1, ça va me donner que la somme des PI est égale à 1. Voilà, avec le tétraèdre, donc ça c'est les données. Quel que soit ij, pour i différent de j, a, ij est égal à 1 tiers, on a une chance sur 3 d'aller sur le sommet d'à côté et de rester sur place 0. Donc en fait la matrice c'est ça, c'est-à-dire 1 tiers de u. Bon, u carré, c'est évident que ça fait ça, u cube, c'est évident que ça fait ça. Le résultat qu'on nous demande, à savoir que les matrices UN sont de cette forme-là, ben c'est vrai à l'ordre 0, en prenant ici alpha 0, bêta 0, à l'ordre 1, à l'ordre 2 avec ça, l'ordre 3 avec ça. Et quand on calcule, si on suppose le résultat vrai à l'ordre n, un plus 1 va être égal à ça fois ça, qui nous fait ça. Et donc on voit que qui nous fait un truc comme ça, avec alpha n plus 1 égale 3 bêta n, et bêta n plus 1 est égal à alpha n plus 2 bêta n. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. D'accord? Donc on a toujours un qui est de cette forme-là, avec ça. Question 4, on a vu que alpha k plus 1 est égal à 3 bêta k et que bêta k plus 1 est égal à alpha k plus 2 bêta k. Donc bêta k plus 2 va être égal à alpha k plus 1 plus 2 bêta k plus 1. Je remplace alpha k plus 1 par 3 bêta k et ça me fait ça. Question suivante, on a une relation de récurrence, donc d'équation caractéristique x2 moins 2x moins 3 égale 0, de racine moins 1 et 3, racine évidente. Donc bêta k est de la forme lambda moins 1 puissance k plus mu fois 3 puissance k, quel que soit k appartenant à n. Alpha et mu, ce sont des nombres n. On sait que bêta 0 est égal à 0, donc ça me fait, quand je remplace k par 0, ça me fait 0 égale lambda plus mu, et que bêta 1 est égal à 1, ce qui me fait 1 égale moins lambda plus 3 mu. Donc comme lambda est égal à moins mu, bah, ça fait mu plus 3 mu, 4 mu égale 1, mu égale 1 quart. Et donc bêta, pas bêta d'ailleurs, c'est mu, c'est lambda qui est égal à moins 1 quart. Donc bêta k va être égal à moins 1 quart de ça, donc ça me fait ça, plus 1 quart de ça, donc ça fait ça. Pour k supérieur ou égal à 1, alpha k est égal à 3 bêta k moins 1, ce qui fait 3 quarts de 3 puissance k moins 1 moins moins 1 puissance k moins 1. Alors le moins 1 puissance k moins 1, ça fait moins 1 puissance k. D'accord? Ça multiplié par ça, bah, ça fait 3 puissance k. Ça, bah, ça fait 3 fois moins 1 puissance k sur 4. Alors pour k égale 0, ça marche encore, parce que 3 puissance 0, ça fait 1, moins 1 puissance 0, ça fait 1. Et 1 plus 3, 4 divisé par 4, ça fait 1, et ça c'est bien alpha 0. Donc en fait, cette formule-là reste vraie, quel que soit k appartenant à n. Conclusion, quel que soit k appartenant à n, on a ces formules qui donnent alpha k et bêta k.
Petit 6, pk est égal à p0 fois a puissance k, donc est égal à p0 fois 1 tiers de u à la puissance k, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance k, p0 k. Donc pk est égal à 1 sur 3 puissance k, p0 c'est-à-dire ça, fois uk, c'est-à-dire un truc comme ça. Bon, voilà. Quand on couche les colonnes sur les lignes, on trouve facilement que ça fait ça. Donc, il s'agit de diviser alpha k par 3 puissance k. Ça fait donc 1 quart plus moins 1 puissance k sur 4 fois 3 puissance k moins 1. Alors, notez que quand k tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et puis pour les autres, ça fait, divise par 3 puissance k, ça fait 1 quart moins 1 puissance k sur 4 fois 3 puissance k, qui tend vers 0 aussi. Donc en fait, petit 7, la limite de pk quand k tend vers plus l'infini est égale à 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Grand 3, petit 1, de 1, on peut aller en 2, 4, 5 avec les probabilités 1 tiers, et puis sinon on ne peut pas aller sur les autres, donc ça veut dire que pour les autres, les probabilités sont nulles. Hein. Donc les A et J sont nuls quand J n'est pas égal à 2, 4 ou 5, c'est-à-dire quand J vaut 1, 3, 6, 7, 8. Alors de même, pour 2, on va en 1, 6 et 3 avec les probabilités 1 tiers, et puis donc ça fait ça. A de J est égal à 1 tiers si J vaut 1, 3, 6, 0 sinon, etc. Et puis on a comme ça toutes les lignes. Hein. Là on avait 2, 4, 5, 2, 4, 5, bon, j'ai divisé par 3, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, donc je divise tout par 3. Hein. Pour là, on a dit que c'était en 1, 3, 6, 1, 3 et 6 qu'on avait 1 tiers. Bon, bah, on vérifie facilement qu'à partir de 3, par exemple, on peut aller en 2, 4, 7. Donc 3, c'est 2, 4 et 7, etc., etc. Donc voilà la matrice de transition. 1 tiers de ça. Et je remarque que si je fais ça fois A, ça fait 1 tiers de ça, et donc ça fait ça. Donc ce vecteur ligne fois A, il est égal à lui-même. D'accord? Petit 2. Bah, il est évident que de 1, 3, 6, quand on part de 1, j'ai dit qu'on arrivait en 2, 4, 5. Hein. Quand on part de 3, on arrive en 2, 7, 4. 2, 7, 4. Quand on part de 6, on arrive en 2, 5, 7. 2, 5, 7. Et enfin, quand on part de 8, on arrive en 4, 7, 5. 4, 7, 5. 4, 7, 5. Inversement, si on part de 2, on arrive en 1, 6, 3. 1, 6, 3. Si on part de 4, on arrive en 3, 8, 1. 3, 8, 1, etc. Voilà. 3A, pour k égale 0, on a P0. Donc on voit que les indices 2, 4, 5 et 7 donnent des probabilités nulles. Pour k égale 1, P1 est égal à P0 fois A. Donc ça revient à multiplier ça par A. Je vous laisse vérifier, on trouve ça. Et donc on voit que les indices 1, 3, 6 et 8 sont nuls. Montrons la propriété suivante. Quand le K est pair, c'est-à-dire P de K, eh bien, les indices quand les indices sont 2, 4, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Y, 5 et 7, là ils sont nuls. Et sinon, quand c'est impair, quand K est impair, donc de la forme de K plus 1, ben c'est les indices qui sont dans X qui sont nuls. Supposons que, donc, on voit que Q0 et Q1, enfin Q0 est vrai, puisqu'on a à la fois ça et ça. Supposons que QK soit vrai. P de K plus 1 est égal à P de K plus 1 fois A. Alors, P de K plus 1, ça va être un truc comme ça. D'accord? C'est-à-dire, j'ai pris l'indice 1, 3, 6 et 8 qui est nul, fois. Et donc là, je vois tout de suite que je vais obtenir P2, je laisse vérifier, P4, P5 et P7 qui sont nuls. Et puis P de K plus 3 est égal à P de K plus 2 fois A. Donc celui-là, P de K plus 2, je viens de voir qu'il était, les indices 2, 4, 5, 7 sont nuls. 2, 4, 5, 7 sont nuls. Je multiplie par A.
Et puis je vois tout de suite que les indices 1, 3, 6, 8 vont être nuls. Donc UK plus 1 est vrai, donc la propriété est héréditaire, donc toujours vrai d'après le théorème de récurrence. 3b. PK est convergente de limite P, donc la limite de P de K et la limite de P de K plus 1, ça va être P. Et P de K est égal à P4K, est égal à P5 de K, est égal à P7 de K, égale 0. Donc quand on tend vers plus l'infini, ça fait P2 égale P4 égale P5 égale P7 égale 0. Hein. C'est-à-dire les termes de P. Hein. Et puis de même, P1 de K plus 1, P3, P6 et P8 sont nuls. Donc à la limite, quand K tend vers plus l'infini, ça donne P1, P3, P6, P8 qui sont nuls. Donc finalement, ils sont tous nuls. Donc P est égal à 0. Mais quel que soit K, la somme des PJK est égale à 1. Donc quand on fait tendre K vers plus infini, ça donne que la somme des PJ doit être égale à 1, ce qui est incompatible avec P1 égale P2 égale jusqu'à Pn égale 0, parce qu'une somme de 0, ça ne fait pas 1. Donc cette suite-là, qu'on avait supposée convergente, ben, elle ne l'est pas, donc elle est divergente. Grand 4, 1 implique 2, bon c'est évident, parce que si PK converge vers P, on sait qu'on a ça, et que les PJK sont tous positifs, donc à la limite, ils sont tous positifs aussi. La réciproque est fausse, on prend n égale 8, la matrice A qu'on a vue avant, P est égal à ça, donc les PJ sont nuls, et vérifie bien, PA est égal à 1/8 de ça fois A, c'est-à-dire 1/8 de ça égale P, mais la suite PK, on a vu, est divergente. B1, grand A est égal à ça, A fois 1, ben, ça fait les YI, où les YI sont égaux à somme de J égale 1 à N des AIJ, et comme A est stochastique, la somme des AIJ pour J égale 1 à N est égale à 1. Donc ça équivaut à dire que YI égale 1. Dire que A est stochastique, ça équivaut donc à dire que YI est égal à 1, quel que soit I allant de 1 à N, ce qui équivaut à 1 A égale 1. B grand 2, quel que soit I, xi donne l'arrivée à partir du sommet I, donc xi va prendre des valeurs dans 1 jusqu'à n, et AIJ est égal à la probabilité que xi soit égal à j, probabilité qui peut être nulle bien sûr, hein, si on ne peut pas aller sur j à partir de i. Supérieur, c'est une probabilité, donc c'est supérieur ou égal à 0 quel que soit j, et la somme des probabilités est égale à 1, donc la somme des AIJ est égale à 1, quel que soit i allant de 1 à n. Donc A est stochastique. Par ailleurs, somme de i égale à 1, de 1 à n des PIK, on sait que ça fait 1, quel que soit k appartenant à n. Donc PK est une densité, parce qu'évidemment, les PIK sont tous positifs, c'est des probabilités. Question grand 3. A stochastique, x est une densité, y égale xa. Donc, quel que soit j, yj est égal à la somme des ij, xi. Donc, la somme des yj est égale à cette somme, qui est égale, j'inverse les i et les j. Je sors le xi de cette somme. Comme ça, c'est égal à 1 parce que la matrice A est stochastique. Ça nous fait somme des xi, et ça fait 1, puisque x est une densité. Par ailleurs, comme les aij et les xi sont tous positifs, yj est positif. Donc, y est une densité. Remarquons aussi là que dans ces histoires de densité, qu'on a mis que x égale x1 jusqu'à xn est une densité, si et seulement si la somme des xi est égale à 1 et que les xi sont positifs. Évidemment, ça implique que les xi appartiennent tous entre 0 et 1, puisque la somme est égale à 1. Donc, ce sont des probabilités. Grand 4, petit 1, matrice A et B stochastique. La ligne I de AB elle s'obtient en faisant ça fois B, je note YI. Comme ça, c'est une densité et que B est stochastique, alors on sait que YI est une densité. Donc toutes les lignes de AB sont des densités, donc AB est stochastique. Petit 2, alpha appartenant à 0, 1, C égale alpha A plus 1 moins alpha B. Donc CIJ est égal à alpha AIJ plus 1 moins alpha BIJ, c'est positif parce que les AIJ, les BIJ, alpha et 1 moins alpha sont positifs. Et la somme des CIJ pour J égale 1 à N est égale à alpha somme des AIJ plus 1 moins alpha somme des BIJ. Donc ça nous fait alpha, cette somme là, ça nous fait 1, puisque c'est
c'est la ième ligne de la matrice A. Et ça nous fait aussi 1, c'est la ième ligne de la matrice B. Donc ça me fait alpha 1 plus, donc ça fait alpha plus 1 moins alpha, donc ça fait 1. Donc ça veut dire que c'est stochastique. Grand 5, xk qui converge vers x, elle est stochastique, donc les xjk sont positifs, ça me suffit. Ils appartiennent bien sûr à 0, 1, il suffit de dire qu'ils sont positifs. Et leur somme est égale à 1. Quel que soit j, xjk est positif, donc la limite va être positive. Donc xj est positif. De plus, comme on a ça, et quand on passe à la limite, ça nous fait somme de j égale limite de ça qui est égal à 1. La limite de ça, c'est xj. Donc ça veut dire que somme de j égale 1 à n des ij est égale à 1. Donc x est bien une densité. Question 6, AK stochastique tend vers A, quand K tend vers plus l'infini. Si j'appelle XIK la ligne I de AK, j'ai vu que c'était une densité. Donc XIK tend vers X, I. Oui, c'est une densité parce que AK est stochastique. Donc ça tend vers XI, ligne I de A. Je viens de voir précédemment qu'alors la limite est une densité, donc chaque ligne de A est une densité, donc A est stochastique. Question C1, étoile montre que μj dépend des μi, et des pages qui pointent vers J, et de la pertinence des pages qui pointent donc vers L. Et de plus, le terme en 1 sur lambda i diminue quand lambda i augmente. Donc plus il y a de liens issus des pages, parce que c'est le nombre de liens ça, plus la contribution de cette page diminue dans la pertinence. 32, i différent de j, on a ça, s'il n'y a pas de lien, ça s'il y a un lien. I est égal à j. AII égale 1 si la sortie est impossible, et sinon AI égale 0. Pour i fixé, somme de j égale 1 à n des AIJ est égale à AII plus somme de j égale 1 à n j différent de i des AIJ. Si la sortie est impossible, les AIJ j différent de i sont égales à 0 et AI vaut 1, donc la somme fait 1. Sinon AI vaut 0 et la somme des AIJ j différent de i égale la somme des probabilités des pages qui pointent i qui pointe vers j est donc égale à 1. Et donc la somme des AIJ est égale à 1. De plus, les AIJ sont supérieurs ou égaux à 0, parce que ce sont des probabilités. Donc A est stochastique. En 3, dire ça, ça équivaut à dire ça. Donc μj, c'est la somme des pages qui pointent, c'est la somme des AIJ μi quand i pointe sur j, parce que sinon AIJ est égal à 0. Donc ça fait, dans ce cas-là, ça fait ça, et donc on obtient exactement ça. Donc étoile équivaut à m égale ma. En fait, c'est évident, c'est la traduction directe. Grand 4, pk plus 1 est égal à pk fois a, ça a été vu dans A, 1, 2. Petit 2, pk tend vers p, donc p est égal à p fois A, donc p vérifie étoile. Et oui, parce que ça, P vérifie ça, donc vérifie étoile. Grand D, B est égal à ça, avec J, la matrice composée que des 1. Eh bien, J sur N, c'est la matrice 1 sur N, elle est stochastique, parce que la somme des coefficients qu'il y a sur chaque ligne est égale à N fois 1 sur N est égal à 1. D'accord ? Et alpha appartient à 0, 1. Donc, comme J sur N est stochastique, et que A est stochastique, alors là c'est A, voilà, stochastique, et bien quand je fais ça, j'obtiens une matrice stochastique, d'accord? Or, parce que alpha, une matrice stochastique, plus 1 moins alpha, une matrice stochastique. Donc B qui est bien égal à ça, puisque B est égal à ça, d'accord, est stochastique. N égale NB, N c'est ça, somme des nuits est égale à 1, donc N est une densité, 1 moins alpha NA plus, oui parce que NB c'est
1 moins alpha na plus alpha nj sur n, d'accord, est égal à n. Donc ça équivaut à dire que 1 moins alpha somme des ni à ij plus alpha sur n somme des ni fois 1, mais somme des ni ça fait 1, donc ça va faire alpha sur n, ça est égal à nj, d'accord. Voilà, donc ça fait nj égale alpha sur n plus 1 moins alpha somme, et ça je peux dire que c'est somme des pages quand i pointe vers j, parce que sinon ij est nul, d'accord. Bon, bah ça exprime exactement 1 et 2, parce qu'on voit que ça dépend des pages qui pointent sur J, avec 1 sur lambda I qui diminue quand lambda I augmente, donc plus il y a de liens, enfin c'est exactement pareil que là, que l'interprétation qui était faite là. D'accord? Donc 1 et 2 sont bien vérifiés. Question 3, Q est égal à Q1 jusqu'à Qn est une densité, Y égale QJ est donc égal à ça, et donc YI est égal à la somme de 1 à n des QK, ce qui vaut 1 parce que Q est une densité, et ça quel que soit J. Donc ça veut dire que QJ est égal à 1, c'est-à-dire à L, dès que Q est une densité. Grand 4, Y est égal à AU, donc c'est la multiplication de ça par ça, donc ça veut dire que les coordonnées YI de Y sont égales à ça, et donc à 1 parce que la somme des AIJ est égale à 1 parce que A est stochastique. Donc AU est égal à U, c'est-à-dire à 1U, avec un U qui est différent de 0. Donc on a affaire à une valeur propre 1 associée à ce vecteur propre. 5, 1, lambda, une valeur propre associée au vecteur propre Z, et on note ça égale le sub des ZJ. Eh bien, il est atteint en ZI, puisqu'il n'y a qu'un nombre fini de ZK, y compris entre 1 et n, et on sait que AZ est égal à lambda Z, puisque c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc lambda ZI est égal, pour la coordonnée I, hein, c'est celle-là que je prends, à somme de J égale 1 à n des AIJ ZJ. Valeur absolue de lambda ZI est donc inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. D'accord? Donc, valeur absolue de lambda multipliée par, je l'appelle valeur absolue de Z, hein, puisqu'elle est égale à ça, hein, c'est atteint en ZI, va être égale à ça. Et Z est différent de 0 parce que c'est une valeur propre, donc je peux diviser. Et donc j'obtiens que valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues des AIJ. Les AIJ sont tous positifs parce que A est stochastique. Donc j'ai ça. Et ça fait 1 parce que A est stochastique. Donc la valeur absolue de lambda est inférieure ou égale à 1. 5,2, bêta supérieur à 1, donc n'est pas une valeur propre. D'accord? Parce qu'on a vu que quand on a une valeur propre, sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Donc c'est pas une valeur propre. Donc quand on a ça égal à 0, c'est que x est égal à 0. Sinon ça sera un vecteur propre et bêta serait une valeur propre. D'accord? Donc a moins bêta in est inversible. Voilà. Petit 3. Gamma entre 0 et 1, donc 1 sur gamma supérieur à 1, donc A moins 1 sur gamma in est inversible d'après ce qu'on vient de voir. Alors, moins gamma facteur de A moins 1 sur gamma in est inversible, car gamma est différent de 0, j'ai le droit de diviser. Hein. Je ne sais pas pourquoi je le mets ici, mais bon. Donc ça me fait ça que in moins gamma A est inversible. Grand 6, petit 1, alpha est entre 0 et 1, donc 1 moins alpha aussi. In moins 1 moins alpha A est inversible, d'après ce qu'on a vu avant. Soit H est donc égal, soit H égale à alpha sur n L, inverse de ça puisqu'il est inversible. D'accord? Et soit M, donc cette valeur-là. Alors, in moins 1 moins alpha A multiplié par M est égal à in, et H est égal à alpha sur n L M. Donc, alpha sur n L, alors oui, les n là, c'est un petit n ça, hein, est égal à
à h n-1. Hein, en fait, je multiplie par n-1 à droite. Voilà. Et donc, alpha sur n, L, c'est encore un petit n, hein, est égal à h, facteur de m-1, c'est-à-dire facteur de ça. Parce que m-1, c'est ça. D'accord? Et donc ça fait, quand je développe h, moins 1 moins alpha ha. D'accord? Donc c'est gagné. H est égal à 1 moins alpha ha plus alpha sur n, L. En effet, h, quand je emmène ça de l'autre côté, ça nous fait plus 1 moins alpha ha plus alpha sur n, L. Question suivante, qk plus 1 est égal à q b à la puissance k plus 1 égale qbk fois b égale qk fois b, bon, c'était évident, hein. Et donc qk plus 1 moins h est égal à qkb moins 1 moins alpha, alors j'enlève ça, hein, moins 1 moins alpha ha moins alpha sur nl égale qk facteur de, alors b, c'est-à-dire 1 moins alpha a plus alpha sur nj, d'accord, moins alpha sur n, d'accord, moins ça, voilà. Et maintenant, je vais mettre 1 moins alpha en facteur, il est facteur de qka moins ha, d'accord, voilà. Et plus alpha, alors plus alpha sur n qkj, d'accord, plus, alors, moins alpha sur n, L. Alors je mets alpha sur n en facteur et ça fait 5. Bon, ça me aussi dit qk est une densité, donc on a vu que dans ce cas-là, je ne sais plus dans quelle question, c'était qj est égal à j, d'accord. Et donc ici, qkj va être est égal à L, pardon. Donc qkj va être égal à L, donc ça c'est nul. Donc il va rester que qk plus 1 moins h égale 1 moins alpha, et là je peux factoriser a à droite, hein, et donc ça me fait 1 moins alpha facteur de qk moins h a, et on démontre cette question 2 par récurrence, donc c'est ça qu'on veut démontrer à l'ordre k, c'est vrai pour k égale 0, puisque ça fait 1, et que ça fait l'identité, d'accord. Supposons que ça soit vrai à l'ordre k, qk plus 1 moins h est égal à ça, hein, on vient de le démontrer, je remplace qk moins h par ça, et donc j'obtiens ça. Et donc la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, donc elle est héréditaire, et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. 8, a puissance k, on le démontre rapidement par récurrence, mais ça ne nécessite pas vraiment une démonstration, hein. Et stochastique, alors c'est vrai pour k égale 0, parce que a puissance 0 égale à in, et c'est vrai aussi à l'ordre 1, puisque a puissance 1 égale a stochastique. Supposons que a puissance k soit stochastique, alors comme a est stochastique et que le produit de deux matrices stochastiques est une matrice stochastique, on obtient que ak plus 1 est stochastique. Donc l'hérédité est prouvée, et donc par le théorème de récurrence, a puissance k est toujours stochastique. Soit on note uij, ses coefficients, la matrice ligne ici ne dépend pas de k, et j'appelle gamma le plus grand des gamma i, des valeurs absolues des gamma i. La matrice ligne, celle-ci, avec des coefficients w, des coordonnées wj, qui sont égales à la somme de uij gamma i pour i allant de 1 à n. Donc valeur absolue de wj est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues, une égalité triangulaire. Et donc, mais les uij sont positifs, hein, je rappelle que c'est une matrice stochastique, et donc ça va nous faire ça, d'accord, parce que je majore ça par gamma. Et donc ça nous fait ça, et donc les coefficients de q moins h a puissance k sont bornés par gamma, et donc c'est indépendant de k. Qk moins h est égal à ça, donc les coefficients que j'appelle le dj de qk moins h vérifient que en valeur absolue sont inférieurs ou égales à 1 moins alpha puissance k fois
les coefficients de ça qui, eux, sont inférieurs ou égaux à gamma. D'accord? Ça, c'est fixe, ça ne dépend pas de k, et ça, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc, à la puissance k, il tend vers 0 quand k tend vers plus l'infini, donc qk moins h tend vers 0, donc qk converge vers h. Voilà, question 9, les qk sont des densités, et la suite qk converge vers h, donc on sait que h est une densité. Petit 10, l'avantage de cette méthode, c'est que la suite qk est convergente, alors qu'on avait vu tout à l'heure que la suite pk n'était pas toujours convergente. 11, qk tend vers h, donc on approche h par qk, c'est-à-dire par q fois bk pour k assez grand. Et on arrive à la fin du problème.